Bonjour et bienvenue à cette vidéo du module 3, chapitre 18, sur l'ADN et les protéines. Avant de pouvoir explorer les protéines, il faudrait bien se rafraîchir la mémoire sur cette fameuse molécule d'acide désoxyribonucléique qu'on a vu dans un cours antérieur, mais qui devient encore plus important maintenant. Donc, c'est quoi un acide nucléique? Bien, d'abord, le mot acide nous donne un indice, et nucléique vient de nucléaire, qui vient de noyau. Donc, ce sont essentiellement les acides du noyau. Il en existe deux types, c'est-à-dire l'acide désoxyribonucléique et l'acide ribonucléique. Maintenant, avant de pouvoir parler de l'ADN ou de l'ARN en plus de détails, on doit comprendre la molécule à la base de la formation de ces acides nucléiques, et cette molécule, c'est un nucléotide. Donc, voici un nucléotide. C'est une molécule relativement complexe, avec un phosphate, un sucre et une base azotée. Donc, notre PO4, ici, nous avons un sucre à 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Donc, c'est un pentose, un sucre dans la catégorie de sucre simple à 5 carbones. Et attaché à ce sucre, nous avons notre fameuse base azotée. Cette molécule est un petit peu trop complexe pour nos besoins. Donc, on va la simplifier avec des formes géométriques plus simples. Et voilà, on représentera notre phosphate avec un cercle, notre pentose ou notre sucre avec un pentagone, et notre base azotée avec un hexagone. Maintenant, il y a deux types de bases azotées. Il y a des bases azotées qui sont un simple hexagone. Il y en a d'autres qui sont un hexagone attaché à un pentagone. On rentrera dans ces détails-là dans quelques instants. Mais ici, pour raison de simplicité, on va utiliser un simple hexagone pour représenter toutes les bases azotées. Alors, l'ADN versus l'ARN. Commençons avec l'ADN d'abord. Donc, comme mentionné, acide désoxyribonucléique, ADN. Donc, notre acronyme ici nous dit que c'est un acide nucléique d'abord et que ça contient quelque chose qui s'appelle désoxyribo. Mais si on ajoute un S et un E à désoxyribo, ça nous donne le nom du sucre qui forme l'ADN. L'ADN, c'est le matériel génétique, voulant dire c'est le type d'acide nucléique qui se trouve dans le noyau qui forme la base de toute fonction, de toute structure cellulaire. C'est aussi ce qu'on obtient de nos parents. C'est ce qui forme les chromosomes. Vu que l'ADN est le matériel génétique, il est protégé par la membrane nucléaire du noyau, donc on ne veut pas que l'ADN quitte le noyau pour pouvoir possiblement se faire abîmer par des radicaux libres ou autres substances chimiques dangereuses qui se trouveraient dans le cytoplasme de la cellule. Alors l'ADN est fait pour demeurer dans le noyau car il est protégé par le noyau. La seule circonstance où on retrouverait de l'ADN hors du noyau, c'est lors de la mitose ou de la méose, lorsque la cellule est occupée à se diviser en 2 ou en 4. Et ce n'est pas vraiment que l'ADN quitte le noyau, c'est que la membrane nucléaire se désintègre pour qu'on puisse aller diviser les chromosomes et compléter la division de la cellule. Les nucléotides d'ADN ressemblent à quoi? Bien, on peut voir notre nucléotide ici comme tantôt, avec le phosphate, le pentose et la base azotée. Mais vu que c'est désoxyribonucléique, le sucre en question dans les nucléotides d'ADN, c'est le désoxyribose. Donc, fini avec ose, c'est un sucre, et il porte le nom de désoxyribose qui nous donne désoxyribonucléique. En plus, attaché à ce sucre, nous avons dans les nucléotides d'ADN les bases azotées, cytosine, guanine, adénine et thymine. Plus sur ces bases azotées dans quelques instants. Notre prochain point est un petit peu plus complexe. Ça dit ici que l'ADN est composé de deux polynucléotides liés ensemble de façon complémentaire et antiparallèle pour former une double hélice. Mais il y a quelques termes là-dedans qui vont nous donner de la difficulté. Polynucléotides, complémentaires, antiparallèles et double hélice. Commençons avec polynucléotide. Poly veut dire plusieurs, puis nucléotide, c'est ça. Donc, si on retourne sur un peu plus de détails sur les nucléotides eux-mêmes, comme mentionné tantôt, il existe quelques types de bases azotées. Donc ici, nous avons les 5 différents types de bases azotées. La guanine, l'adénine, la cytosine, la thymine et l'uracile. Vous avez sûrement deviné que ça c'est le G, ça c'est le A, ça c'est le C, ça c'est le T et ça c'est le U. Maintenant, on n'a pas vu le U encore, mais ces 4-là sont les 4 types de bases azotées présents dans l'ADN. Quand on parle de polynucléotides, on veut dire plusieurs nucléotides, et il y a 4 différents types de nucléotides dans l'ADN. Les voilà. Alors, vous avez un nucléotide de guanine, un nucléotide d'adénine, un nucléotide de cytosine et un nucléotide de thymine. Encore une fois,
On parlera d'uracile tantôt. Quand on veut former un polynucléotide, bien, je vais juste rapetisser mes nucléotides ici. Okay, alors, c'est encore la même chose, juste un peu plus petit pour qu'on puisse avoir plus de place à l'écran. Et lorsqu'on veut former un polynucléotide, bien, on va commencer avec un nucléotide. Bien, à ce nucléotide peut venir se lier un deuxième nucléotide. Il y aura une liaison chimique qui va se former ici. Et on a maintenant deux nucléotides attachés ensemble. Ça ne compte pas vraiment encore comme polynucléotide, parce que poly veut dire plusieurs. On parle de centaines de nucléotides. Donc, à ces deux nucléotides peuvent s'attacher d'autres nucléotides, ainsi de suite, pour former un polynucléotide. Donc, ça, c'est un polynucléotide. Je n'ai pas mis la base de données spécifique ici. Ça continuerait par là pendant des centaines de nucléotides. Et l'ordre ici est aléatoire. J'ai mis n'importe quoi, mais l'ordre d'un polynucléotide va déterminer le gène en question sur le chromosome et c'est ce qui va jouer dans la génétique de cette cellule. Ça, ce n'est pas de l'ADN encore, c'est juste un polynucléotide. Pour former de l'ADN, va venir s'attacher à ce polynucléotide un deuxième polynucléotide, mais il ne s'attache pas de n'importe quelle façon. Là où on a un G, on va placer le complément du G et le complément du G, c'est le C. Et là où il y a un T, on va placer le complément du T. Et le complément du T, c'est le A. Donc, toujours une pyrimidine avec une purine ou une purine avec une pyrimidine. Et voilà notre deuxième polynucléotide qui est complémentaire. Maintenant, complémentaire veut dire à la séquence de notre premier polynucléotide, on a placé un deuxième polynucléotide qui est toujours complément avec complément. Alors, A avec T, et C avec G. Mais remarquez aussi que l'orientation de ce polynucléotide, on pourrait dire qu'elle s'en va dans cette direction, et l'orientation de ce nucléotide s'en va dans cette direction. Ils sont parallèles, les deux polynucléotides, voulant dire ils s'en vont de façon linéaire côte à côte et ne se touchent jamais, comme deux rails de chemin de fer, mais dans des directions inverses. Et c'est ce qu'on appelle antiparallèle, voulant dire que c'est parallèle, mais dans des directions opposées. Maintenant, il est à mentionner ici qu'entre le C et le G, on va former des liaisons. Entre le A et le T, on va former des liaisons. Partout où nos deux compléments se rencontrent, on va former des liaisons chimiques. Ce sont des liaisons hydrogènes qui ne sont pas terriblement des liaisons fortes pour la simple raison qu'elles ont besoin de se défaire, se refaire, se défaire, se refaire constamment. Ce sera un sujet pour une autre vidéo. Mais ce qui arrive ici, c'est que à chaque fois qu'on forme ces liaisons hydrogènes, il y a un petit twist dans la liaison chimique qui fait tourner un peu la molécule. Alors ici, ça tourne un peu, ici, ça tourne un peu, ici, ça tourne un peu. Et on va former un genre de spirale dans la molécule. Et c'est ce qu'on appelle la double hélice. Maintenant, on ne veut pas avoir à dessiner ces deux polynucléotides de façon antiparallèle à chaque fois qu'on veut parler de l'antiparallélisme de la molécule d'ADN. Donc, les biologistes ont développé une technique très rapide pour indiquer qu'ils sont antiparallèles. C'est en utilisant des chiffres. Alors, un bout de notre polynucléotide sur ce côté-ci sera indiqué avec l'étiquette 5' et l'autre bout sera indiqué avec l'étiquette 3'. Pour démontrer l'antiparallélisme, on peut rapidement voir que ce bout ici sera 5' et ce bout-là sera 3'. La raison de ce 5', 3' vient de la chimie organique et je vous explique très très rapidement. Si on revient ici à notre nucléotide du départ, les chimistes organiques vont toujours numéroter les carbones d'une chaîne carbonée ou d'une molécule avec des atomes de carbone, comme ici. Alors, notre pentose a 1, 2, 3, 4, 5 carbones et on les numérote. C'est peut-être un petit peu petit ici pour vous, mais ce carbone-là portera le nom ou l'étiquette de 1'. Alors, celui-là sera le 2' et le 3' et le 4' et le carbone ici, le dernier carbone, je vais mettre l'étiquette là, c'est notre 5'. Alors, on va toujours dans le sens horaire pour numéroter les carbones de ce pentose et l'intérieur, c'est en 1 et 2 et l'extérieur ou la gauche de la molécule, si tu veux, c'est le 3, 4, 5. Donc, si on applique cette numérotation de nos carbones au nucléotide, ce carbone-là, c'est le 1', celui-là, c'est le 2', celui-là, c'est le 3', celui-là, c'est le 4' et le dernier juste ici serait le 5'. Alors, on peut voir que ce 3' là
il y a un rapport avec ce 3' là. On continue à numéroter tous les autres. Donc 1', 2', 3', 4', 5'. Je ne mettrai pas toutes les primes là. 1', 2', 3', 4', 5', 1', 2', 3', 4', 5', etc. Je vais faire ça très vite. Donc, on peut voir qu'ils ont tous été numérotés de la même façon. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de suivre la partie gauche ou l'extérieur gauche de la molécule. Alors, on va effacer tous ceux-là. Donc, on peut maintenant voir juste les 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Et si j'efface tous ceux du milieu, il nous reste seulement le 5' à un bout et le 3' à l'autre bout. Et voilà pourquoi on a mis l'étiquette 5', 3'. Sur ce côté ici, l'orientation de la numérotation de nos carbones est inversée parce que les nucléotides sont inversés. Donc, ça c'est le 1, 2, 3, 4, 5'. Okay. On ferait la même chose tout le long. Celui-ci serait le 1, 2, 3, 4 et 5'. Encore une fois, si on efface ceux qui ne nous intéressent pas, on peut donc voir le 3' à un bout et le 5' à l'autre bout. Donc, au lieu d'avoir à dessiner cette molécule très complexe, les généticiens, les biologistes peuvent dessiner des modèles d'ADN très simples, une genre d'échelle, si tu veux, avec les sucres phosphates aux extérieurs et les bases azotées dans le milieu. Et on peut indiquer son orientation antiparallèle très rapidement avec nos 5', 3', 3', 5'. Donc, si on revient à notre phrase, polynucléotides, nos deux polynucléotides attachés ensemble de façon complémentaire, A avec T, C avec G. Et ils sont antiparallèles, voulant dire que la direction de un est l'inverse de la direction de l'autre polynucléotide. Et on forme notre double hélice qui est notre spirale. Donc, une image un petit peu plus détaillée de cette spirale. Voilà notre double polynucléotide. Et je répète, à chaque fois qu'on forme cette liaison chimique entre les bases azotées de nos nucléotides complémentaires, il y a une légère torsion dans la chaîne et ça va nous former cette spirale qui est notre double hélice. Notez bien ici aussi que nous avons à l'extérieur, sur chaque côté de notre chaîne d'ADN, les sucres phosphates, sucre phosphate, sucre phosphate, sucre phosphate qui se répètent. Et au milieu, nous avons les bases azotées A, T, C et G. Donc ça, c'est l'ADN en bref. En contraste, nous avons l'ARN. L'ARN, ce n'est pas le matériel génétique. Donc, à quoi il sert? Et l'ARN est un cousin proche de l'ADN qui intervient dans la synthèse des protéines. Plus de détails sur ceci dans une autre vidéo, mais c'est à noter que ce n'est pas le matériel génétique. L'ARN est fait dans le noyau, est fabriqué ou formé dans le noyau, mais doit agir à l'extérieur du noyau. Donc, l'ARN est fait pour quitter le noyau, contrairement à l'ADN qui est protégé par le noyau. Tout comme on a vu le nucléotide d'ADN, à quoi ressemblerait un nucléotide d'ARN? Le voilà. Encore une fois, notre phosphate, notre sucre et notre base azotée. Mais le sucre ici, ce n'est pas le désoxyribose. Vous avez deviné, c'est le ribose. Donc, la différence entre nos deux sucres, ils ont tous les deux 5 carbones, donc des pentoses, mais lui ici a un oxygène de moins que ce sucre. Alors, désoxygéné par rapport à ce sucre. Et encore une fois, attaché à notre sucre, nous avons les bases azotées. Et dans le monde de l'ARN, il y a aussi 4 types de bases azotées. Et elles sont la cytosine, la guanine et l'adénine, comme dans l'ADN. Mais l'uracile est la base azotée qui remplace la thymine. Donc, il n'y a pas de thymine dans l'ARN, il y a de l'uracile. C'est une affaire de liaison chimique. La thymine ne peut pas se lier au ribose, donc on met de l'uracile à la place. Maintenant, l'ADN est un double polynucléotide, l'ARN est un seul polynucléotide. Donc, il n'y a pas cette complémentarité, il n'y a pas d'antiparallélisme et ça ne forme pas une spirale en double hélice. Si l'ADN, c'était notre double polynucléotide, l'ARN, ça n'en est qu'un seul. Et notez bien que l'uracile est venu prendre la place de la thymine. Donc, un seul polynucléotide, il n'y a pas de deuxième polynucléotide, donc il n'y a pas d'antiparallélisme et il n'y a pas de complémentarité. On va donc avoir une molécule qui ressemble à ceci. On l'a mis ici dans l'image en spirale, mais il n'y aurait même pas une spirale. Il n'y a rien qui fait twister la chaîne. Elle peut avoir une forme aléatoire, une forme non définie.
mais c'est juste ici pour la mettre en contraste avec l'ADN. Il existe 3 différents types d'ARN qu'on verra dans une autre vidéo, mais il existe aussi 3 différents types d'ADN que nous allons regarder brièvement tout de suite. Donc, si on revient ici, nous avons tout d'abord ce qu'on appelle l'ADN nucléaire. C'est l'ADN qu'on a décrit ici, celle qui est dans le noyau, celle qui ne quitte jamais le noyau, celle qui compose le matériel génétique, ce qui forme la cellule et gère ses fonctions. Mais nous avons aussi de l'ADN à l'extérieur du noyau. Il y a de l'ADN dans les mitochondries, ce qu'on appelle de l'ADN mitochondrial, et il y a de l'ADN dans le chloroplaste, ce qu'on appelle l'ADN chloroplastique. L'ADN chloroplastique a 2 abréviations, soit ADN-CT ou ADN-CP. Et l'ADN mitochondrial, on utilise ADN-MT comme abréviation. Donc, commençons d'abord avec l'ADN mitochondrial. Le voilà. C'est pas en forme de chromosome, c'est un anneau d'ADN, une bague d'ADN si tu veux. Si on regarde un petit peu les gènes tout le tour, il y a des noms ou des mots qui pourraient vous être familiers. Ce sont des gènes pour former des protéines impliquées dans la respiration cellulaire. C'est logique. Qu'est-ce que la mitochondrie fait? La mitochondrie s'occupe de la respiration cellulaire. Et donc, l'ADN qui est dans la mitochondrie va former les enzymes et les protéines impliquées dans le bon fonctionnement de la respiration cellulaire. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'ADN mitochondrial demeure inchangé ou ne change pas beaucoup. J'ai mis ici le petit triangle pour delta qui veut dire changement. Alors, il n'y a pas beaucoup de changements dans l'ADN d'une mitochondrie d'une génération à l'autre. Alors, tu commences avec une cellule, elle forme d'autres cellules par mitose. L'ADN mitochondrial demeure le même, etc. Génération après génération, l'ADN mitochondrial ne change pas beaucoup, ou presque pas du tout. Donc, les biologistes peuvent se servir de ce principe pour établir des liens dans l'arbre évolutif, espèce A versus espèce B versus espèce C, D et E. Si l'ADN mitochondrial se ressemble beaucoup, ce sont des espèces qui sont proches dans l'arbre évolutif. Plus l'ADN mitochondrial d'une espèce à l'autre varie, plus ils sont éloignés dans l'arbre évolutif. Et une autre chose à mentionner ici, c'est que l'ADN mitochondrial, c'est de l'ADN maternel. Voulant dire, c'est de l'ADN qui vient de maman. Donc, l'ADN mitochondrial que vous avez dans toutes vos cellules, c'est de l'ADN qui vous a été donné par votre mère. N'oublions pas que lors de la reproduction, le spermatozoïde rencontre l'ovule et lui donne uniquement son ADN. Alors, si vous avez ici le noyau de l'ovule, la seule contribution du spermatozoïde, c'est l'ADN qui va venir se jumeler avec l'ADN nucléaire de l'ovule pour former le zygote. Les mitochondries, ici et là, dans l'ovule, portent déjà leur ADN qui est de l'ADN maternel. Donc, quand ce zygote va se diviser fois après fois après fois après fois après fois pour former l'embryon, éventuellement le fœtus et l'adulte, bien, l'ADN mitochondrial demeurera toujours de l'ADN maternel. L'ADN chloroplastique, le principe est très semblable. Donc, voilà l'ADN dans un chloroplaste. C'est encore une fois un anneau d'ADN, ce n'est pas un chromosome. Et comme dans la mitochondrie, on peut reconnaître ici certains gènes qui sont des gènes impliqués dans la fabrication de protéines qui jouent un rôle dans la photosynthèse. Donc, comme la mitochondrie fait la respiration cellulaire et porte des gènes qui sont impliqués dans la respiration cellulaire, l'ADN chloroplastique porte des gènes qui sont impliqués dans la fabrication de protéines pour la photosynthèse. Et comme l'ADN mitochondrial, l'ADN chloroplastique ne change pas ou presque pas de génération en génération. Et donc, on peut se servir de l'ADN chloroplastique, tout comme l'ADN mitochondrial, pour établir des liens dans l'évolution chez les organismes pour voir s'ils sont plus ou moins apparentés. Alors, ceci marque la fin de notre vidéo sur l'ADN et l'ARN. Bonne fin de journée!